journal de ce mercredi 21 janvier vous est présenté par Lucille Cantet. Au sommaire de cette édition, le collectif Soulagé mais pas tué manifestait place des Jacobins ce midi. Alors que le débat sur la fin de vie s'ouvre de nouveau à l'Assemblée cet après-midi, le collectif organisait une chaîne humaine contre l'euthanasie. La muraille du Mans, bientôt reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ce que souhaite la ville qui relance cette année le dossier. Et nous partirons à la rencontre de jeunes comédiens manceaux. Ils ont une vingtaine d'années et joueront début février leur création, 20 ans et alors. L'invité de l'info ce soir, Christophe Janvier, il est l'un des responsables de la CGT Renault au Mans. Ils interpellent la préfète sur des emplois promis qui n'arrivent toujours pas. On en parle tout à l'heure. Et l'on ouvre ce journal avec le débat sur l'euthanasie qui revient au cœur de l'actualité. La loi Leonetti 2 est étudiée depuis ce mercredi à l'Assemblée nationale. Et au Mans, comme dans 60 villes de France, le collectif Soulagé mais pas tué a organisé des chaînes humaines contre l'euthanasie pour faire entendre sa voix. Laure Girard. Aujourd'hui même, à l'Assemblée nationale, se tient un débat à haut risque, à la fois biaisé et dangereux. Leur crainte que cette nouvelle loi Leonetti n'aboutisse à des actes d'euthanasie. L'interdit de tuer, c'est quand même le fondement de notre civilisation et casser cet interdit de tuer, c'est ouvrir la porte aux arbitraires des plus forts. Voilà, donc c'est qu'il y ait des abus pour les personnes les plus vulnérables. Nous, on est là aujourd'hui pour porter la voix des plus faibles et des plus fragiles. Aujourd'hui, la législation française permet déjà aux patients en situation de fin de vie et de grande souffrance de demander une sédation profonde et continue pouvant entraîner la mort. Un acte contraire aux croyances profondes de Marie. J'ai un grand-père qui est mort la semaine dernière à 96 ans, qui a vécu 5 années difficiles mais en même temps très belles. Quand on y repense, il s'est passé des belles choses et il y a des messages qui passent. Je pense que la fin de vie fait partie de la vie. Si la loi passe, le patient pourrait faire connaître à n'importe quel moment de sa vie ses directives anticipées directement sur sa carte vitale. Une avancée notable pour les représentants de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité en Sarthe, même si, pour eux, cette nouvelle loi aurait quelque chose d'hypocrite. La sédation terminale, ça veut dire qu'on va endormir les gens et on va attendre patiemment qu'ils meurent. Qu'ils meurent, c'est-à-dire qu'on va cesser de les alimenter. Ils vont quoi? Mourir de faim. Est-ce que c'est acceptable? Pour nous, ça ne l'est pas. Un projet de loi qui sera soumis au vote de l'Assemblée en mars prochain. En 2012, Renault promettait de nouveaux emplois au Mans sur l'année 2013-2014. Aujourd'hui, les syndicats les attendent toujours et on en parle avec l'invité de l'info. Et Christophe Janvier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des responsables de la CGT Renault au Mans. Revenons sur ces emplois promis. Il s'agissait de 45 CDI, c'est bien ça? C'est bien ça. Qui avaient été négociés par rapport à des aides des collectivités. C'est des collectivités qui se décomposaient de la manière suivante. Enfin, au global, c'était 1 100 000 euros. Donc 900 000 euros pour la région Pays de Loire. Le Conseil général, c'était à hauteur de 450 000 euros et la ville du Mans, 450 000 euros aussi. Donc aujourd'hui, ces emplois n'ont pas été réalisés. Il faut savoir qu'on a un turnover d'intérimaires conséquent. On a, on va dire, une moyenne de 200 intérims par mois. Ça dure quand même depuis plusieurs années. Et on ne peut pas dire que ça peut... on ne peut pas prétendre que ça procure une pérennité au site de Renault. Et vous voyez aussi des salariés qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacés. Ils ne sont pas remplacés, exactement, oui. Vous attendez de vrais contrats? De vrais contrats, oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner qu'avec des précaires. Et ce qu'il faut aussi remarquer à travers tout ça, c'est qu'il y a carrément une violation de la loi. Il y a un recours abusif, vu le nombre d'intérimaires qu'on embauche, enfin qu'on embauche, qu'on utilise, et les textes légaux qui régissent le recours à l'intérim sont pas respectés non plus. Donc c'est pour ça que nous avons demandé à être reçus par la préfète. Justement, vous avez interpellé la préfète. Pour vous, qu'est-ce que l'État peut vraiment faire pour favoriser ces CDI? Est-ce que l'État peut vraiment faire? Je pense que quand les responsables politiques accordent des subventions à des entreprises comme Renault, qui, rappelons-le, ont voulu être privatisées de leur propre chef pour pour voler librement, je crois que c'était une expression comme ça qui avait été utilisée à l'époque de la privatisation. Aujourd'hui, on constate qu'ils sont sans cesse en train de quémander, je dis bien quémander, des aides publiques. Ces aides publiques, c'est nos impôts quand même. Et ça devrait créer des emplois et ça n'en crée pas. Vous attendez un suivi de la part de l'État sur ces promesses? La question qu'on se posait justement par rapport à ça, c'est qui suit les affaires?
Parce que une fois que tout a été ficelé, puisqu'ils se sont rencontrés et qu'on a accordé les subventions, qui aujourd'hui est en mesure de regarder ou qui surveille de la part de l'État? Est-ce que c'est Renault qui va les dire on n'a pas tenu nos engagements, d'ailleurs comme en 2006 pour la fonderie, hein. Ça n'avait pas été respecté. Ces engagements étaient faits pour l'année 2013-2014, donc c'est des engagements qui devraient déjà qui devraient être faits, là, qui devraient être faits, ou au moins on devrait avoir des perspectives. De toute façon, la CGT, elle est intervenue en CE et en comité d'établissement et en comité central d'entreprise, et on n'a pas eu de réponse claire, nette et précise, et on peut même penser que ces embauches n'auront pas lieu. Vous êtes reçu donc la semaine prochaine par la préfète? Lundi 26 à 11h30. Eh ben, on viendra vous voir pour savoir ce qu'il en est et ce qui s'est dit à ce sujet. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Autre sujet, la muraille du Mans qui est en lice pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ce que souhaite la ville qui relance cette année le dossier. En 2010, il était question que toute la cité Plantagenet soit reconnue. Mais après un échec, les élus ont choisi de se recentrer sur cette muraille parmi les mieux conservées du territoire français. Michael Texier. Depuis le IIIe siècle, elle en a subi des affronts, la muraille romaine, et pas des moindres. On peut voir sur l'enceinte romaine qu'il y avait bien une tour à cet endroit-là. Seulement, on était dans le bourg de Gourdaine et habitait ici un sieur Courapier. Alors ça se situe en 1839 et le sieur Courapier, un beau jour, a décidé d'agrandir sa cour. Et pour agrandir sa cour, eh ben, il a détruit la plus belle tour romaine de l'enceinte sans que personne n'y voit rien à redire. Restent aujourd'hui des pans entiers conservés presque en l'état le long de la Sarthe, troublante ressemblance avec l'époque de construction quand Dioclétien ordonna la fortification des principales cités de l'Empire. Elle est exceptionnelle par rapport à sa taille, mais elle est aussi tout à fait exceptionnelle par rapport à la richesse de sa décoration, de son parement. On parle souvent d'autres grandes villes qui ont des très belles murailles, on ne va pas toutes les énumérer, mais il suffit de parler de Rome ou d'Istanbul. Aucune n'a la richesse de la décoration de la nôtre. Un monument d'exception, c'est l'argument pour déposer un dossier de classement au patrimoine de l'UNESCO. En 2010, la ville souhaitait faire classer la cité Plantagenet. Sans aboutir, manquait ce caractère exceptionnel. Avant d'être reconnue, la muraille doit être inscrite sur une liste proposée par l'État, puis passer devant une commission de l'UNESCO. Mais en cas de réussite... Les villes qui ont été classées témoignent, avec des chiffres à l'appui, qu'entre 25 à 30% de tourisme augmente dès la première année. Vous avez des gens qui ciblent les villes qui ont un classement à l'UNESCO. Mais on n'en est qu'au tout début du parcours du combattant pour les porteurs du projet. Il pourrait prendre 10 années. Comment étiez-vous à 20 ans? Réservé, foldingue ou peut-être traversé par cette question? Faut-il se rebeller, Lucille? C'est un sujet au cœur de la pièce 20 ans et alors, qui se tient à partir du 2 février au théâtre Paul Scarron et ensuite à l'Université du Maine. Une pièce contemporaine interprétée par de jeunes comédiens manceaux. L'originalité du projet, il bénéficie d'un soutien à la première création. Florent Clavel. Souvent, je rêve que j'ai 20 ans et que tout est possible. Tout est possible, et même monter une pièce à peine sortie du Conservatoire du Mans. Du coup là on a un son, c'est pur au niveau des voix. Suffit du soutien au premier plateau, initié par le Théâtre de l'Éphémère. Le soutien au premier plateau nous permet en fait de créer un premier projet sans avoir de compagnie, sans avoir tous les contacts qu'ont des professionnels plus expérimentés et qui nous permet là justement d'accéder à un réseau de professionnels qui vont pouvoir nous soutenir en fait dans cette création, quoi. Et c'est une savoureuse mise en abîme que proposent les comédiens avec la pièce 20 ans et alors de Don Douins. À la scène, 4 personnages animés par 2 questions. Contre quoi faut-il encore se rebeller ou faut-il encore se rebeller? Sexualité, politique, emploi, société, les acteurs déclament leur abécédaire, inspirés de leur propre vécu. Parce que toute mon enfance, on m'a dit... C'est vrai que dans ma vie, on m'a beaucoup vendu, entre guillemets, le principe de démocratie, de droit de vote, que c'était aussi un droit, mais aussi un devoir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont de la génération de mes parents, que je vois arrêter de voter maintenant. Et il y a une certaine révolte là-dedans. Dans cette pièce, pas d'artifice, pas besoin. La vingtaine est rythmée, drôle, intelligente sous ses airs faussement naïfs. Je croyais que pour faire un bébé, il fallait qu'un homme et une femme se fassent un câlin très fort. Il a une pensée qui est pour moi assez
assez simple. Ça fait partie de moi aussi. Parfois, je peux être très simple, mais voire un peu bête sur certaines choses ou naïf. Mais je trouve ça important de ne pas partir avec des a priori sur qu'est-ce que c'est que d'avoir 20 ans, qu'est-ce que c'est qu'une génération déjà. C'est vrai, qu'est-ce que c'est en fait. Espoir et amertume, désinvolture et engagement. 20 ans et alors traite de tout ça à la fois sur fond d'actualité, du 2 au 5 février au Théâtre de l'Éphémère et à l'Université. Et si vous voulez soutenir cette jeune troupe, rendez-vous sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. Et on termine ce journal avec du sport. Souvenez-vous, il y a 20 ans, la F1 GTR de McLaren gagnait les 24 heures du Mans et la marque anglaise a décidé de célébrer cet anniversaire. Elle a créé pour l'occasion un tout nouveau bolide, la 650S Le Mans. Même la couleur métallique baptisée Sarthe Grey est unique. Il s'agit d'une édition limitée, 50 exemplaires au prix de 320 000 €, fait pour les amateurs de sensations fortes puisque la voiture passe de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Et en bonus, les acquéreurs de la 650S Le Mans seront invités par McLaren à la prochaine édition des 24 heures du Mans. Et puis en basket, le MSB face au mur ce soir contre Nanterre. Après leur défaite face aux Autrichiens, les basketteurs manceaux doivent s'imposer à Antares ce soir pour ce deuxième match du LAS 16. Ils affrontent le co-leader de Pro A et en cas de défaite, ils compromettraient largement leur chance de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro-Challenge. Merci Lucille. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Après une page de pub et la météo, il sera temps de retrouver l'actu vue par les médias.